Eh ben, je sais pas pour vous, mais personnellement, je m'attendais pas à avoir un aussi bon Grand Prix de Hongrie 2019. C'était pas aussi spectaculaire que le Grand Prix d'Allemagne, pas aussi serré que le Grand Prix de Grande-Bretagne, et pas aussi imprévisible que le Grand Prix d'Autriche, mais il y avait de la tension pour la victoire, il s'est passé 2-3 petites choses en piste et c'était intéressant. Donc, comme habituellement, on va passer en revue l'arrivée de ce Grand Prix. Alors pour ceux qui vont commencer à se plaindre, désolé les copains, j'ai pas mis ma caméra, mais bon là, voilà, ça va plus vite pour moi de faire comme ça pour le moment. Et vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de voir ma belle face cet été, parce que j'ai plein de vidéos de prévues. Et voilà, vous aurez votre dose de ma belle face et de ma belle barbe qui vous fait tant parler. Voilà, ça c'est pour me la péter. Maintenant, on peut enchaîner et revenir un petit peu à la Formule 1. Donc c'est Lewis Hamilton qui a remporté ce Grand Prix devant Max Verstappen, qui a au passage signé le meilleur tour en course en portant 19 points à la maison et devant les Ferrari de Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Donc comme je viens de le dire, cette victoire a été très disputée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On assiste peut-être même à un semblant de passage de flambeau entre ces deux-là, de l'ancienne génération. Maintenant, Hamilton, c'est un petit peu un papy, c'est le deuxième pilote le plus ancien du plateau après Raikkonen. Et avec Verstappen, ce jeune gamin de 21 ans, plein de promesses et qui a fait, à mon avis, ce week-end, un week-end parfait. Max Verstappen, la pole position devant les Mercedes, déjà, c'était un petit peu inespéré, c'était très serré, mais il a réussi à prendre sa première pole position en Formule 1, et pendant la course, il était clair que la Mercedes était largement au-dessus en termes de rythme de course, et pourtant Verstappen a réussi à tenir Hamilton en respect, et Hamilton, il a fait tout ce qu'il pouvait de son côté pour aller chercher sa victoire et a profité d'une stratégie de maître, tout simplement, de James Wolfe, chef stratégiste de Mercedes. Ce coup-là, il fallait le penser, il fallait le réussir. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis à Mercedes de faire ce second arrêt au stand à 20 tours de la fin du Grand Prix. Déjà le fait que les Ferrari et les autres étaient tout simplement très très loin, ça a donc permis à Hamilton d'avoir le champ libre derrière pour ne pas perdre de position, pour enchaîner les tours de qualification pour aller récupérer Verstappen à la fin. Et du côté de Verstappen, alors pour répondre un petit peu à ceux qui n'ont pas trop compris pourquoi Red Bull n'a pas arrêté Verstappen tout de suite après que Hamilton se soit arrêté, c'est déjà que les deux étaient très proches. Donc, il suffisait que Verstappen perde une petite seconde ou deux au stand, et il repartait au mieux au coude à coude, et au pire, il repartait juste derrière. Donc, pour Red Bull, c'était clair qu'ils avaient tout à perdre en s'arrêtant, parce que en début de course, la Mercedes était au-dessus. Vraiment, c'était qu'une question de temps avant qu'Hamilton ne passe. Enfin, du moins, en théorie, c'est ce que se disaient les stratégistes. On ne sait pas si ce serait passé, mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision, Red Bull, de ne pas arrêter Verstappen, parce que même si en fin de course, Verstappen a perdu la course, c'était la meilleure décision, je pense, à ce moment donné de la course, à ce moment précis, de ne pas arrêter Max à son tour, parce que ça permettait déjà de donner à Verstappen un peu d'air libre et un petit peu de faire souffler ses gommes, et il y avait cette probabilité, du coup, de l'improbabilité de l'arrêt au stand qui se passe mal, et qu'après il se retrouve dans du trafic à devoir défendre sa place avec Hamilton. Il y aurait eu beaucoup de risques. Aussi, du côté de Red Bull, il faut leur imputer le fait qu'ils ne savaient pas la durée de vie de ces pneus durs, comme la plupart des équipes, puisque les simulations de course sont effectuées le vendredi, et le vendredi, il a plu pendant presque toute la journée, donc il y a eu très très peu de roulage qui a été fait avec les pneus secs, donc c'était assez compliqué. Mais voilà, pour moi, Verstappen et Hamilton, ils ont tous les deux fait un week-end parfait, je les mets vraiment à égalité là-dessus. Verstappen, il a surpiloté sa voiture, et Hamilton, oui, blablabla, il a la meilleure voiture dans les mains, tout ça, mais la question que je vais poser, c'est est-ce que si c'était Bottas qui avait été à la place de Hamilton à ce moment-là, est-ce que Bottas aurait eu ce qu'il fallait pour enchaîner les tours de qualification, pour aller récupérer Verstappen? Il avait 20 secondes de retard à 20 tours de la fin, Hamilton, c'était presque une cause perdue, on n'y croyait pas trop, déjà chez Mercedes, Hamilton n'y croyait pas trop, donc il fallait déjà avoir les capacités pour aller le chercher. Donc je vais m'arrêter pour ces deux-là, parce que je viens de dire le nom interdit, je viens de dire Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, c'est un pilote qui, on le sait, est en danger pour l'année prochaine, puisque son baquet n'est pas encore assuré, et honnêtement, première chose que je vais dire, Bottas,
ce n'est pas complètement de sa faute s'il se retrouve dernier à la fin du premier tour, à la fin des premiers tours. Ces accrochages qu'il y a eu au premier tour, il y a un petit peu pour rien à mon avis. Il y a eu celui avec Hamilton, heureusement sans conséquence pour Lewis, parce que je pense que si il y avait eu une conséquence pour Hamilton, là ça aurait été... il se serait vraiment fait taper sur les doigts, Bottas. Là, ça a été le seul à en payer le prix. Et ensuite, cet accrochage avec Leclerc. Alors, moi, j'étais le premier à blâmer Leclerc sur cet accrochage. Je comprenais pas qu'il n'y ait pas eu d'investigation. Michael Masi, le directeur de course, a expliqué que les images qu'on a vues à la télé déforment un petit peu ce qui s'est réellement passé et que selon eux, il n'y avait pas matière à sanctionner aucun des deux pilotes. Je vais leur faire confiance pour ce coup-là, parce que personnellement, je sais plus trop où on en est niveau théorie du complot, parce que je croyais qu'il y avait 2-3 mois, c'était la FIA était côté Mercedes, du coup, si là elle est côté Ferrari, je m'y perds un petit peu. Personnellement, je vais continuer de rester sur la version FIA. Quoi qu'il en soit, comme je viens de le dire, Bottas, je lui donne cette excuse pour cet incident indépendant de sa volonté, plus ou moins. Par contre... on sait que le Hungaroring, c'est un circuit sur lequel il est très difficile de dépasser. Mais il y a des limites à mon avis. Il est remonté jusqu'à la 8ème place, Valtteri Bottas. C'est une belle remontée, il a dû faire 2 arrêts, mais il devrait être plus haut. Il devrait être, pour moi, au pire du pire, 6ème. En plus, 6ème, c'était les simulations données par Mercedes, enfin les estimations qu'ils lui ont données à la radio tout de suite après son arrêt, et lui ont dit, si on applique la stratégie telle que prévue, on devrait pouvoir viser la 6ème place. Même je pense que la 5ème était facilement accessible, parce que les Mercedes et les Red Bull, et Verstappen, elles volaient ce week-end. Hamilton termine 60 secondes devant Sébastien Vettel, 1 minute complète, en ayant fait un arrêt de plus. Donc peut-être sans ce deuxième arrêt, allez savoir si les Ferrari se prenaient pas un tour aussi. Donc la Mercedes, elle volait ce week-end, et Bottas, il a eu beaucoup trop de mal dans le trafic. Il est resté coincé plus de 10 tours derrière Ricciardo, ou environ une dizaine de tours. Pour moi, c'est beaucoup trop, surtout quand on voit ce que valait la Renault ce week-end. Bottas, avec la voiture qu'il avait, il aurait dû remonter bien mieux que 8ème. Bon, on va reparler de Bottas dans une prochaine chronique, mais est-ce que, moi la question que je pose, c'est si on inverse les baquets et qu'on met Hamilton à la place de Bottas à la fin du premier tour et Bottas à la place de Hamilton, est-ce que Bottas aurait été allé chercher Verstappen et est-ce que Hamilton aurait pas fait mieux que 8ème? Je vais pas épiloguer plus là-dessus, je vous laisse réfléchir, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'on demande pas à Bottas d'être le nouvel Hamilton, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus à extraire de cette voiture ce week-end. Mais bon, encore une fois, moi je suis pas dans la voiture, je suis juste dans ma chambre en train de parler de Formule 1. Bref, ça fait assez mal de voir du coup les Ferrari finir aussi loin, donc plus d'1 minute. Sébastien Vettel récupère la 3ème place à Charles Leclerc à 2-3 tours de la fin. On profite d'une stratégie que je ne voyais pas marcher personnellement, parce que à 30 tours de la fin, on a chaussé les pneus soft à Vettel. Je pensais pas qu'ils allaient tenir aussi longtemps, et ils ont tenu ces pneus tendres. Et preuve en est, il a fait une course très solide, Vettel, pour aller récupérer ce podium. Il avait 20 secondes de retard aussi lorsqu'il est ressorti des stands, et il est allé chercher Leclerc. Donc c'est très bien. De son côté, petit goût amer du côté de Leclerc, parce que déjà il y a cette erreur en qualification, heureusement sans conséquence, mais déjà il y a cette erreur qui aurait pu être dramatique, où il touche le mur à la fin de la Q1. Ensuite en course, il a toujours pas le rythme de course, il a du mal avec ses pneus arrière, disait-il, donc il y a encore du travail à faire, et il faut pas qu'il parte dans une spirale négative, le Charlot, parce que avec son accident la semaine dernière en Allemagne, il faut pas qu'il se laisse avoir, surtout que la pression chez Ferrari est énorme. Je dis pas que Ferrari lui met la pression, je dis juste que l'environnement Ferrari met la pression, comme on le voit avec Vettel, simplement, qu'il s'en sort pas. Donc il faut pas qu'il entre dans une spirale négative, il a le talent nécessaire pour le faire, donc il faut qu'il tienne le coup pour
qui passent de bonnes vacances et qui reviennent en forme à Spa-Francorchamps et à Monza, où je les attends et beaucoup de monde les attend en forme sur ces circuits vraiment de puissance moteur. La Ferrari en ligne droite, c'est là qu'elle était le plus rapide à Budapest. Malheureusement, c'est un circuit aérodynamique et du coup on a vu à quel point la Ferrari était très faible par rapport à ses concurrents directs sur ce type de circuit. Donc maintenant il faut que les circuits de vitesse comme Spa et Monza les mettent à leur avantage et qu'ils aillent enfin chercher une victoire cette année, bordel. Je pense que... Bon, alors maintenant, je pense que je l'ai dit à peu près plusieurs fois depuis le début de l'année, on demande pas à Pierre Gasly d'être au niveau de Verstappen, on lui demande pas de battre constamment Verstappen. Je disais, le strict minimum que Pierre Gasly doit faire, c'est 6ème. Aujourd'hui, il finit 6ème. Mais il termine derrière la McLaren de Carlos Sainz, c'est un tour de son équipier. Vous savez, pour ceux qui suivent depuis quelques temps, j'étais le premier à le défendre, Pierrot, parce que je pense qu'en début de saison, on l'accablait beaucoup trop. Il avait eu vraiment des circonstances atténuantes à mon avis, mais là, au bout d'un moment, il est arrivé à court d'excuses. Sur un tour, déjà, il n'y arrive pas. Et en course, il reste bloqué derrière Sainz pendant toute la course. S'il n'avait pas profité un petit peu de sa stratégie décalée, il n'aurait pas passé, je pense, Norris et Raikkonen. Et le seul vrai dépassement que je l'ai vu faire de la course, c'était sur Hülkenberg, quand Hülkenberg était à la fin de vie de ses gommes, et que Pierre était en pneu neuf. Donc, pour moi, c'est pas bon. Et voilà, il passe son Grand Prix, sa fin de course dans les échappements de la McLaren de Sainz, pardon, après on va parler. Et non, il aurait fallu qu'il la passe. Surtout que je parlais de Bottas il y a quelques secondes. Bottas, qui était bon dernier au 5e, 6e tour, il termine 3 secondes derrière Gasly, pardon, ou 3, 4, 5 secondes dans ces eaux-là. Là, c'est... Quand on voit ce qu'ont fait Verstappen et Hamilton avec la Mercedes... non, Gasly, je suis désolé, j'adore Pierre Gasly, voilà. C'est un bonhomme très sympathique, j'ai envie de le voir bien faire. J'essaye de me montrer le plus indulgent, mais au bout d'un moment, faut regarder la vérité en face. J'espère qu'il va revenir en force à Spa-Francorchamps, et sinon, j'espère que chez Red Bull, ils vont être... un petit peu plus patient avec lui l'année prochaine, le remettre peut-être dans une Toro Rosso où il sera plus à l'aise, où il aura moins la pression, pour qu'il continue de grandir comme il nous avait fait une bonne saison l'an dernier, et que ça avance, parce que là c'est plus acceptable à mon avis. Donc je parlais de Carlos Sainz qui termine 5ème, fatalement c'est un merveilleux résultat du coup pour Sainz. 10 points de plus, il menace Gasly au championnat, ça aussi il faut le dire, 5 points derrière Gasly au championnat. C'est terrible. C'est terrible, mais bon, la McLaren était très en forme ce week-end. De toute façon, la McLaren, elle a toujours bien marché ici ces dernières années. Donc là, c'est vraiment la preuve qu'il y a un plus, que le moteur Renault marche. Je pense que le moteur Renault est très bon aussi. Ça n'a pas dû aider Gasly dans les dépassements, mais bon, je pense que le moteur Renault est bon. La McLaren a très bien marché ce week-end, et si ce n'avait pas été pour une erreur lors de son arrêt au stand, je pense que Lando Norris était juste derrière. Il était dans la lutte, Norris, donc très bonne course de ces deux-là. Et pour ce qui est de Norris, il continue d'apprendre, il est toujours plus rapide sur un tour, mais en rythme de course, il a du mal encore à suivre Sainz, mais voilà, c'est une belle marge de progression, il a ce jeune. Et pour l'année prochaine, Carlos devrait faire attention. Comme d'habitude, il y a un pilote qui est transparent depuis le début de la saison, et qui fait encore des miracles, c'est Kimi Raikkonen qui termine 7ème. Pourquoi je dis qu'il est transparent? Parce qu'on ne le voit pas. Je sais pas s'il a un camouflage télé quand il y a la caméra braquée sur lui. Alors si, on le voit 2-3 fois dans la course quand il se passe des trucs, mais il fait pas de vague, il est là, il termine 7ème. Et c'est la 8ème place au championnat du monde des pilotes. Donc la question que j'ai quand je vois que Antonio Giovinazzi termine 18ème... Ouais, c'est ça, 18ème, pardon. La question que je me pose, c'est est-ce que Raikkonen surpilote l'Alfa Romeo?
ou est-ce que c'est Giovinazzi qui l'a sous-pilote? Maintenant, Giovinazzi, je continue de me faire l'avocat du diable comme je l'ai fait avec Gasly en début de saison. Je lui laisse encore le bénéfice du doute à Giovinazzi. Il n'avait pas fait une si mauvaise qualif que ça, il a eu 3 places de pénalité, et au départ, il a eu une touchette qui a compromis sa course, un peu comme Bottas, où il a dû s'arrêter. C'est juste que Giovinazzi, il a une Alfa Romeo dans les mains, pas une Mercedes, donc ça ne l'a pas aidé, je pense. Donc Giovinazzi, je lui laisse encore le bénéfice du doute, parce que ces derniers Grands Prix, j'ai trouvé qu'il était là. Il n'était pas devant Raikkonen, en termes de rythme de course, mais il existait, il était derrière, il faisait ce qu'il fallait, donc je continue à lui laisser le bénéfice du doute. Giovinazzi, je l'attends sur la deuxième moitié de saison. Maintenant, il y a exactement 1 an, Sergio Pérez portait plainte, portait en administration judiciaire son écurie Force India pour des salaires impayés, afin de lancer le consortium mené par Lawrence Stroll, qui avait pour but de racheter l'écurie. Donc, je le prends en compte quand je parle de Racing Point. Il faut pas oublier qu'il y a 1 an, Racing Point, c'était Force India, qui avait commencé son année 2018 avec la Spec 2017, qui était arrivée, je crois, en France avec la Spec 2018, et en Hongrie, les pilotes savaient qu'ils devaient faire très attention à leur voiture, parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange. Et à juste titre, qu'il n'y avait pas de pièces de rechange, parce qu'il n'y avait plus d'argent dans l'écurie. Donc, il y a eu un été très difficile pour Force India l'an dernier, voilà, Racing Point a récupéré du coup ce qu'avait pas développé Force India l'an dernier, donc techniquement pour moi la Racing Point c'est une voiture qui a 1 an de retard. C'est pas de leur faute, c'est une très bonne équipe, 4ème force, 3 années consécutives ces dernières années, donc elle souffre des difficultés financières de Force India de ces dernières années, et cette année 2019, je pense sincèrement que c'est une année de transition. On essaye de travailler un petit peu sur l'année, on essaie un petit peu d'améliorer la voiture au fil des courses, mais les efforts doivent être concentrés sur 2020 pour revenir en force. Aussi, il faut tenir en compte que cette écurie, elle a toujours eu du mal sur ce tracé, donc je pense que ça met d'autant plus en avant la belle performance de Sergio Pérez qui termine 11ème, pas très loin des points, c'est dommage. Pérez, je trouve qu'il fait une bonne saison, et il n'est pas entré dans les points depuis l'Azerbaïdjan, donc il est sous pression, mais il s'en sort quand même, parce que Pérez, son contrat pour l'année prochaine n'est pas encore confirmé. On sait qu'il a envie de continuer avec cette équipe, donc faut qu'il tienne bon, Sergio, et parce que je suis persuadé que c'est un excellent pilote, et surtout, Pérez, c'est un excellent pilote quand il n'a pas un coéquipier qui vient l'embêter. Et heureusement pour lui, Lance Stroll n'est pas particulièrement le coéquipier le plus féroce qu'il ait eu ces dernières années. Voilà, Stroll, il se balade, littéralement, hein. Stroll, c'est, on peut le traduire comme balade en anglais, se promener, quoi, donc voilà, il est là, il existe, et il est 17ème ce week-end, voilà, je sais pas quoi dire pour lui, il n'y arrive pas en qualif et en course sur ce tracé où c'est impossible de dépasser, il pouvait pas faire mieux. Surtout que Stroll, faut pas l'oublier, il a déjà fait une bonne performance la semaine dernière, donc voilà, faut lui laisser 4-5 grands prix pour s'en remettre et qu'il revienne en forme d'ici Singapour. Après, n'oublions pas, Spa-Francorchamps, Monza, c'est des circuits où la voiture est très bonne. L'an dernier, c'était 3 et 4 en qualif, sous la pluie, mais c'était 3 et 4. En 2009, c'était la pole, donc faut les attendre en forme à la rentrée, les Racing Point. J'ai assez parlé d'eux, mais ça compensera sur le fait que je vais pas dire grand-chose sur Renault, parce que les Renault sont venus ce week-end, je les en remercie, ça fait toujours plaisir de voir ces belles voitures jaunes sur le circuit. Il y avait une bonne base de la voiture 2018, il y avait une bonne base, mais pour certaines raisons, je sais pas, ils ont voulu tout reprendre à zéro pendant l'hiver. Il semble, moi je veux y croire qu'ils ont un bon moteur chez Renault parce que ça marche pas mal dans la McLaren. Maintenant le problème c'est tout le département aéro, parce que je le rappelle, le Hungaroring c'est un tracé, c'est un juge de paix sur les performances aéro. Et les Renault, elles n'étaient même pas dans le coup pour le top 10 ce week-end. Alors Hülkenberg aurait pu faire un truc, mais apparemment il a eu un problème sur son moteur toute la course. Donc il n'a pas pu pousser au maximum pendant tout le Grand Prix. Ricciardo, bêtement bloqué en Q1 à cause de situations de piste assez compliquées en qualif. Il fait une belle remontée jusqu'à la 14e place.
Mais il n'y avait pas mieux à faire à mon avis. Mais voilà, faut qu'ils se reprennent chez Renault. Maintenant qu'ils ont un moteur qui tient la route, on aura la confirmation à Spa. Maintenant, faut tout miser sur le département aéro parce que c'est ce qui manque. C'est vraiment ce qui manque. Qu'est-ce que je vais dire des As Kevin Magnussen, 13e, Romain Grosjean a abandonné. C'est pareil, chez les As, Romain Grosjean était plus rapide que Kevin Magnussen avec la spec de Melbourne. Magnussen qui roule avec une spec qui a 10 Grands Prix de plus, 10 Grands Prix, 3 mois d'évolution de plus. On sait que chez As, ils sont en train d'essayer de comprendre la voiture. Ils ont les 2 pilotes qui roulent avec 2 specs différentes pour essayer de voir ce qui n'a pas marché dans les améliorations. Est-ce que ce week-end leur aura apporté des résultats? Je l'espère. Voilà, le problème de la As, c'est la gestion des pneus. C'est pas un problème aéro, c'est pas un problème de puissance ou quoi, c'est vraiment un problème de gestion des gommes. Grosjean arrivait très bien à exploiter ses gommes en qualification sur un tour. Lorsqu'il a chaussé les hards pendant le Grand Prix, il a jamais réussi à les monter en température, il a dégringolé dans le classement Grosjean alors qu'il faisait un bon début de course. Magnussen en qualif, en Q2, il fait 9 dixièmes de moins qu'en Q1. Après les qualifications, Magnussen expliquait que sur un tour, il peut démarrer son tour avec des pneus en très mauvaises conditions, se retrouver 3 virages plus tard avec des conditions optimales d'exploitation et terminer son tour avec des gommes qui ne marchent déjà plus. Donc chez As, la phase d'exploitation optimale des gommes, ça dure un secteur et demi. Et ça, il faut que ça change. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne course, Magnussen. On lui a beaucoup tapé dessus à cause de notamment sa bataille avec Ricciardo, qui pourrait rappeler sa bataille avec Hülkenberg il y a 2 ans. C'était exactement dans le même virage. Mais j'ai trouvé que ça restait acceptable. On en fait des caisses, je pense, parce que c'est Magnussen qu'on a l'habitude de lui taper dessus. Mais j'ai trouvé que c'était acceptable. Faut pas oublier qu'il y a, depuis le début de la saison, on reproche aux commissaires de course de trop sanctionner les pilotes quand ils vont roue contre roue. Là, j'ai trouvé que ça restait à la limite de l'acceptable. En parlant de duel roue contre roue, il y a Albon et Kvyat qui nous ont bien divertis pendant ce Grand Prix. Ils ont passé, je crois, au moins 4 virages côte à côte. C'était magnifique à voir. On pourrait presque croire qu'il y a un baquet Red Bull en jeu. Kvyat, bon début de course, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé d'infos, mais en fin de course, il a dégringolé de la 11e à la 15e place en moins de 10 tours, je crois. Il a dégringolé Kvyat, donc il devait avoir des problèmes sur ses gommes. Par contre, Albon, c'était tout l'inverse. Dès qu'on lui a mis les pneus durs, il s'est envolé et il a marqué le point de la 10e place. Donc, très bon retour de Daniel Kvyat depuis ce début de saison. Alex Albon est en train de confirmer maintenant la deuxième moitié de saison. Je veux un Alex Albon plus régulier parce que pour moi, c'est le souci qu'il a depuis ce début de saison. Il a du mal à être régulier, mais bon, ça reste un rookie, faut pas l'oublier. Pour ceux qui étaient là en live dimanche soir, après le Grand Prix, vous en avez été témoin. J'ai applaudi Williams. On l'a applaudi dans le chat, vous avez applaudi avec moi. Je suis obligé d'applaudir Williams. L'écurie, hein, pas la patronne. Parce que George Russell était à 1 demi-dixième de passer en Q2. On est passé d'une équipe qui se qualifie à 1 seconde 5 de la 18e place à une voiture qui a failli passer en Q2. Les exploits sont remarquables. George Russell termine la course 16e devant Stroll, Giovinazzi et un Robert Kubica qui... On dira qu'on a été heureux de le voir revenir en Formule 1. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà, Russell, très beau week-end, et malgré tout, il a rappelé que la course était un rappel à la réalité parce qu'il n'avait pas le rythme, et la seule raison pour laquelle il termine devant les Racing Point de Stroll et l'Alpha de Giovinazzi, c'est juste qu'il profite du tracé qui n'est peu propice au dépassement. Bref, ça fait déjà un bon gros blabla, donc je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On va faire un petit gros débrief de mi-saison, pilote par pilote, avec, donc il y aura Clem Meltzen de Formule X, que vous connaissez bien, qui est avec moi très souvent dans les lives, et le circuit, de sa chaîne YouTube Le Circuit, si vous connaissez pas, je vous invite à aller le voir, qui seront avec moi pour faire un petit débrief de mi-saison. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cet été, je vous ai prévu 2-3 petits trucs pour essayer de vous divertir en attendant la rentrée, et
Bah voilà, c'est déjà beaucoup, quand même, tu vas pas en demander plus non plus. Merci d'avoir suivi cette chronique, si ça t'a plu, je te remercie de mettre un petit pouce bleu pour me dire que tu m'aimes, et moi je te dirais que je t'aime aussi si tu mets un commentaire, je te mettrai un petit cœur à côté de ton commentaire. Pour vous tenir informé de l'actualité de la chaîne, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me retrouver sur le Discord de Formule X pour parler un petit peu de Formule 1, le lien est également en description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.